Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui, c'est Astana, l'équipe kazakh, l'équipe de Mark Cavendish notamment. On va revenir comme d'habitude sur les coureurs à suivre, sur la saison 2023, sur les différentes victoires et sur les transferts de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre cette année dans cette formation. Pourquoi pas Cavendish, pourquoi pas également du Chessball, du Fedorov dans cette formation kazakh. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ce PS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast TikTok, le débrief des compétitions en direct. Vous avez aussi la possibilité de mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis le pouce bleu, ça permet de mettre en avant plus facilement cette vidéo sur YouTube. On commence tout de suite avec Astana. Astana, première année, c'était en 2007. Alors, 2006, même si on est... on est pointilleux, parce qu'en fait, cette équipe a été créée juste après la Fuerpuerto. La Fuerpuerto est dévoilée en 2006. Le Tour de France 2006, il faut savoir qu'avant le départ du Tour de France 2006, il y a beaucoup de coureurs qui sont mis hors course à cause de contrôles antidopage antérieurs ou leur implication dans l'affaire Puerto, leur implication parfois supposée, mais des fois c'était l'implication. Liberty Seguros, donc c'était l'équipe de Manolo Sens qui est la tête de pont de toute cette affaire. Et en plus à l'intérieur, vous aviez notamment Jan Ullrich en 2006 qui avait décidé de quitter la T-Mobile. Ce qui fait qu'on se retrouve avec Vinokourov qui ne peut pas faire le Tour de France, qui décide pour participer à la Vuelta de monter une équipe avec l'aide du Kazakhstan. Ça crée l'équipe Liberté Seguros, donc Wurtz Team, et puis après Astana. L'équipe en 2006, ça doit avoir au moins 4 noms différents. Et puis à partir de 2007, Astana, qui existe depuis maintenant 2007, on va dire véritablement. Donc équipe qui a un peu de bouteille désormais dans le peloton. Budget estimé en 2024 selon Pro Cycling UK du côté d'Astana, eh bien entre 18 et 25 millions d'euros. Ça serait donc le 14e budget. Donc c'est plus le plus gros. C'est vrai que pendant très longtemps, Astana, ça a été la première équipe qui a eu un énorme budget. Avant Sky, voilà, c'était l'un des plus gros budgets à l'époque. Astana, c'est eux qui avaient toutes les plus grosses stars, Armstrong, Leipheimer, pardon, Contador, sont passés par Astana. Donc c'était vraiment le gros budget à l'époque du Pro Tour. Et puis bon, aujourd'hui, on voit que les budgets ont explosé, ce qui n'est pas le cas du budget d'Astana, qui a dû simplement doubler le budget d'Astana. C'est-à-dire qu'avant, je ne suis même pas sûr qu'il ait doublé complètement. C'est-à-dire qu'avant, ça devait être un budget de 10 millions, 12 millions d'euros. Maintenant, on est passé entre 18 et 25, donc ça a à peine doublé. Alors qu'il y a des formations, des très grosses formations, on a parfois triplé quasiment les budgets par rapport à ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. La saison 2023 d'Astana, comment la résumer cette saison 2023 ? On s'attendait à pas grand-chose et on a quand même été déçus. C'est ça la réalité d'Astana. C'est que c'est quand même compliqué. Astana l'année dernière, c'est 4289 points, donc 20e au classement UCI, au niveau du maintien. On est très très loin du maintien, c'est-à-dire que c'est presque quasiment déjà mort pour Astana. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait presque un miracle. Ça va être compliqué pour Arkea, déjà on en parlait tout à l'heure, mais pour Astana, ça va être très très difficile, voire quasiment impossible. On partait d'un effectif qui était faible, on en parlait, un effectif d'Astana était très faible, et en plus, il n'y a pas eu 150 résultats. Certes, Cavendish gagne sur le Giro, mais bon, le Giro de Cavendish n'est pas parfait non plus. Le Tour de France est un peu mieux pour Cavendish, mais tout n'était pas parfait pour Cavendish en 2023. Lutsenko a été décevant. Fedorov, pas incroyable, le champion du monde espoir. Et puis, oui, tu as Battistella, tu as quelques coureurs comme De la Cruz, mais c'est pas suffisant pour apporter des points à cette formation. Ce qui fait que c'est l'une des équipes où il y a le plus de turnover
entre 2023 et 2024. Il y a énormément de coureurs qui sont partis. Il y a vraiment beaucoup de changements. Mais c'est vrai que l'équipe a été extrêmement en difficulté. Ça a été très décevant, la saison d'Astana. Et pourtant, mes attentes n'étaient pas très élevées. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un truc décevant alors que l'équipe était vraiment pas bonne au départ. L'effectif est très faible en 2023. C'est pas beaucoup mieux en 2024. Et puis avec des coureurs qui n'ont pas été forcément à leur meilleur niveau. On pourrait penser à un Dombrowski, par exemple. Ça n'a pas été exceptionnel. Même des mecs comme Martin Laas, on pouvait s'attendre à un petit peu mieux dans cette équipe qui, c'est vrai, avait fait une saison 2022 plutôt intéressante, notamment grâce à Vincenzo Nibali qui avait permis de marquer des points, qui avait un peu sauvé Astana, il faut bien le dire, sauf qu'en 2023, il n'y avait plus Nibali il n'y avait plus Vincenzo, il y avait Antonio, mais il n'y avait plus Vincenzo pour aller marquer des points. Et on se retrouve dans une situation qui est compliquée et puis on ne voit pas vraiment d'évolution en termes de résultats et on a plutôt des inquiétudes autour d'Astana plutôt que se dire oh là là c'est une équipe qui va énormément s'en sortir l'année prochaine. Alors malgré tout, parmi les bons résultats, il y a des victoires sur le Tour de Sicile, il y a la 5e place de Lutsenko sur l'Amstel, mais quand on regarde en fait ça se résume à très peu de coureurs qui ont apporté des bons résultats dans cette formation. Il y a eu aussi du Scaroni, du Velasco, mais c'est pas suffisant. Voilà. En résumé, c'est pas suffisant. Et puis surtout, jusqu'à maintenant, ils étaient les seuls à avoir des vélos Vidier et Triestina, sauf que l'année prochaine, en 2024, il y a Groupama également qui se retrouve à avoir ces vélos-là. Donc on va voir si c'est pas Groupama qui va voir les évolutions en priorité par rapport à Astana, du côté de cette marque de cycle. On regarde les victoires. Alors, il y a eu beaucoup de victoires, 16 victoires, pardon, et puis pas mal de victoires pour des coureurs d'Astana qui ne portaient pas ce jour-là le maillot d'Astana. Elles sont au nombre de 8. Vous avez le Tour de Sakarya et l'étape numéro 2 pour Martin Laas. Les championnats d'Asie du contre-la-montre et sur route pour Fedorov et Gleb Bruzanski. Le Tour of Van, c'est une course turque également pour Yevgeny Gidish, l'étape 3 et l'étape 4. Et les Jeux asiatiques d'été, le contre-la-montre pour Lutsenko, la course sur route pour Fedorov. En termes de résultats, sinon avec le maillot de cette formation Astana, ça a commencé avec le Tour de la communauté de Valence, l'étape numéro 3 pour Simone Velasco. Le Tour de Sicile, l'étape 4 et le classement général pour Lutsenko après un sacré numéro lors de l'étape numéro 4. 21e étape du Tour d'Italie, on en parlait du côté de Rome pour Marc Cavendish. Lutsenko a remporté les championnats du Kazakhstan du contre-la-montre et la course sur route. Championnat d'Italie également pour Simone Velasco. Le circuit de Getxo pour Alexei Lutsenko, c'était fin du mois de juillet, début du mois d'août. Le Tour de Norvège pour Michele Gazzoli avec l'étape numéro 2. Le mémorial Marco Pantani, là encore pour Alexei Lutsenko. L'étape numéro 2, l'étape numéro 8 du Tour de Langkawi pour Gleb Syriza. André Zeit, lui, remportait le Tour de Kyushu au Japon en remportant l'étape numéro 2. Puis Lutsenko remportait l'étape numéro 3. Le classement général du Tour de Turquie, donc pour les différentes victoires. Donc vous voyez que le classement des courses en Asie est très important. Vu que ça apporte 6 victoires, plus ces 2 victoires au Kazakhstan, donc ça fait 8. Et je parle même pas, donc ça fait presque 16 victoires sur les 24, si on compte également les victoires avec un autre maillot, mais d'un coureur de cette formation. Donc ça fait beaucoup de victoires grâce au calendrier asiatique. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu les courses du World Tour, à part cette victoire sur le Tour d'Italie, c'est la seule victoire de la saison en World Tour pour cette formation
et même des Pro Series, eh bien, il y a le Langawi, il y a l'Arctic Race of Norway et le Tour de la Communauté de Valence, donc ça reste extrêmement faible en termes de qualité de victoire. Si on regarde les victoires par saison pour Astana, eh bien, nous sommes à 16 victoires, c'est plus qu'en 2022 où il y avait eu seulement 5 victoires, c'est plus également qu'en 2021-2020. Il faut remonter à 2019 où l'équipe avait fait 37 victoires à l'époque. Donc c'est une saison intéressante en termes de nombre de victoires, mais pas en termes de qualité de ces victoires, vous l'aurez bien compris. Du côté des transferts, donc on disait énormément de changements dans cette formation parce qu'il y a déjà pas mal de départs à la retraite. C'est le cas de Luis Leon Sanchez, c'est le cas d'André Zeitz, c'est le cas également de Manuel Boiro, de Davide Martinelli et d'Antonio Nibali. Pas mal de coureurs, eux, n'ont pas trouvé pour le moment de point de chute. C'est le cas de Joe Dombrowski, c'est le cas également d'Alexandre Abuchenko, c'est le cas de Leonardo Basso, de Yuri Natarov ou encore de Nürbergen Nuri Kassim, le Kazakh. Je ne savais même pas qu'il était chez les professionnels, c'est pour vous dire comment ce coureur-là m'a énormément marqué. Du côté des coureurs qui ont changé de crèmerie, eh bien on a Fabio Fellini qui rejoint la Lidl Trek. Vous avez Gianni Moscon, transfert surprise qui rejoint la Soudal Quickstep. David Delacruz lui rejoint Q36.5. Et enfin Martin Nass rejoint une équipe continentale. Ferrey, Quick, Panda, Podium, Mongolia, Team. Compliqué de faire un nom d'équipe plus long. Et puis Javier Romo, lui, rejoint la Movistar. Du côté des coureurs qui arrivent, eh bien, on a 2 coureurs de la Soudal Quickstep, Michael Morkov et Davide Ballerini. Rudiger Selling, lui, arrive de la Lotto Destiny. Enoch Mouloubram, le champion d'Afrique, était chez Green Project Bardiani. Lorenzo Fortunato, lui, était chez Olo Cometa. Max Kanter chez Movistar. Hidde Schelling chez Bora. Anton Charming chez Uno X. Anton Kousmin, lui, était chez Almaty Astana Motors. Donc, ça fait partie des nombreuses équipes qui apportent, qui sont en fait des subdivisions de Astana, qui sont presque des réserves d'Astana, même si ce ne sont pas techniquement des réserves officielles. On a également Daniil Maroukin qui était chez Vino Sco Team, donc qui fait partie aussi des équipes un peu de développement d'Astana. Et puis il y a l'équipe officielle de développement d'Astana qui a permis à Michele Gazzoli, Harold Martin Lopez et le fiston Vinokourov, Nicolas Vinokourov, de monter. Et puis on a également Santiago Umba qui était chez JW Shimano Sidermec, donc qui était Androni, enfin le nouveau nom de l'équipe Androni Giocattoli, qui était redescendu en Continental. Ce qui fait que l'effectif 2024 est composé de 29 coureurs. Le plus jeune a 21 ans, le plus vieux a 38 ans. Le plus vieux étant Michael Morkov avec 38 ans et 247 jours. Il y a une vingtaine de jours d'écart avec Cavendish. Et le plus jeune étant Santiago Umba qui a 21 ans et 43 jours. C'est une équipe qui s'est pas mal rajeunie avec une dizaine de coureurs qui ont moins de 25 ans. On retrouve Daniil Maroukin, Michele Gazzoli, Igor Chezan, je ne sais même pas comment on doit le prononcer, Fedorov, Mouloubram, Syriza, Brusinski, Lopez, Vinokourov, Garofoli, Umba. Trois coureurs qui ont plus de 35 ans, Grousdev, Cavendish, Morkov, et puis 2 autres coureurs qui ont plus de 30 ans, c'est le cas de Lutsenko et le cas de Rudiger Selig. Que dire de l'effectif 2024 de l'Astana ? C'est qu'il ne fait toujours pas rêver. Bon, il y a pas mal de turnover, mais on est sur des coureurs, pour certains, je dirais comme Ballerini, qui ont eu des saisons 2023 qui ont été assez compliquées. En fait, on a une tête d'affiche qui est Lutsenko pour la montagne. On a 2 têtes d'affiche, je dirais, du côté du sprint. Voire 3 avec Kanter, avec Cavendish et avec Chesbol. Bon, on a Fortunato et Charming. Mais Charming, il sort d'une année 2023 qui n'était pas bonne. Fortunato, je crois qu'on a un peu compris quand même que c'est pas un coureur qui jouerait le classement général des grands tours. C'est un peu trop léger. Sur les classiques, ça me semble quand même faible. Si on regarde, il y a Ballerini certes, mais Ballerini, encore une fois, saison compliquée, des Schelling.
Bon, je ne sais pas si ça sera vraiment suffisant. Fedorov non plus. Je rappelle que Fedorov est certes champion du monde espoir en 2022, mais bon, il était assez âgé. Et si on regarde bien, c'est un mec qui n'a pas fait de grands résultats, notamment sur le Tour de l'Avenir ou sur le Tour d'Italie junior, enfin espoir, sur le Baby Giro. Donc c'est pas vraiment signe d'un grand talent. Et puis bon, l'arrivée du fils Vinokourov, ça montre bien que Vinokourov a repris vraiment la tête de cette formation. Le fils Vinokourov, on peut pas dire qu'il nous a ébloui par son talent dans les courses espoirs. J'ai l'impression que le talent ne se transmet pas avec les gènes, comme je le dis souvent, et que ça risque d'être compliqué. Mais bon, c'est une formation qu'a eu le fils, le frère Basso, le frère Nibali pendant des années. Donc c'est une équipe qui est habituée à faire confiance aux frères d'eux, aux fils d'eux, sans vraiment qu'il y ait une énorme réussite. On regarde tout de suite les coureurs à suivre et on utilisera toujours donc des vélos Vidier Triestina dans cette équipe Astana. Du côté des coureurs à suivre, le premier coureur à suivre c'est Mark Cavendish. Mark Cavendish qui a commencé en 2005 avec le team Sparkasse qui aujourd'hui est chez Astana. L'année dernière, Tour de France, 2e place du côté de Bordeaux, 5e place à Nogaro, 6e à Bayonne. Sur le Giro, donc victoire sur l'étape 21, 3e à Tortona, 4e à Salermo. 3e du Grand Prix de Lascaux, également 3e de la première étape de l'UAE Tour qui s'était joué sur un coup de bordure. Il y a eu du bon et du moins bon pour Cavendish. On voit qu'il a plus les jambes de ses 20 ans, donc il ne peut plus être performant sur toute l'année. Donc il est obligé de cibler beaucoup plus ses objectifs. Bien entendu, l'objectif, c'est le Tour de France. Et on l'a bien compris, on a fait venir Mark Renshaw dans le staff, son ancien poisson pilote. Donc il a ces 2 poissons pilotes avec lesquels il a le plus de victoires. Il manquait que Boisson-Hagen. Et on avait la triplette magique autour de Mark Cavendish. On a bien compris qu'on mise tout sur Mark Cavendish au niveau du sprint pour qu'il aille gagner cette fameuse victoire pour aller chercher le record d'Eddy Merckx. Donc ça sera l'objectif. Ça reste pour moi le plus grand sprinter, peut-être même de tous les temps, avec 162 victoires dans sa carrière, ce qui est assez affolant. Et puis quasiment 20 ans de carrière maintenant pour le coureur britannique. Donc oui, on va le suivre parce qu'on attend de voir si ce record va tomber. Et c'est l'un des records les plus anciens du cyclisme, ce record d'Eddy Merckx. Donc est-ce qu'il va enfin tomber ou est-ce que il faudra attendre Pogačar, Vingegaard ou Van Aert pour avoir ce classement-là, ce record-là qui tombe? Eh bien, on verra avec Mark Cavendish. Il a commencé donc en 2005 à la Sparkasse, la team Sparkasse. Il a commencé avec un coureur qui s'appelait André Schulze, qui était déjà là, André Schulze, qui est passé dans énormément de formations Schulze, notamment chez Euskaltel. Quand on regarde, il a commencé avec Thomas Foten, donc qui était le frère de Marcus Foten, coureur qui est passé à Gerolsteiner notamment. Il y avait Edward Clancy qui est passé également dans des grosses formations chez Lambu Credit. Voilà, grosse formation, non, il a fait quasiment que du Continental en fait, Edward Clancy. Donc, je pensais qu'il avait fait des plus grosses équipes, mais il passait avec des mecs qui ont quasiment tous pris leur retraite, quoi. C'est ça qui est assez affolant aussi. Et pourtant, Paul Burdard, par exemple, il avait 19. Donc il était quasiment du même âge que Cavendish, voire un peu plus jeune. C'est que des mecs qui ont pris leur retraite il y a bien longtemps, qui ne pratiquent plus le cyclisme. Carlo Vespal, voilà, c'est des mecs qui n'ont pas fait des grandes carrières aussi. Et en 2006, donc il était également dans cette formation allemande.
bah, c'était pas beaucoup mieux au niveau des coureurs. Là, je regarde, c'était des coureurs principalement allemands, mais c'était un peu la réserve de la T-Mobile, même si on n'appelait pas ça vraiment des équipes réserves. Et sa première année complète, donc en 2007, chez T-Mobile, donc à l'époque en Pro Tour, il y avait quand même déjà Greppel, parce que ça a été le fameux match en début de carrière entre les deux. Il y avait Bernard Eisel, Bert Grapsch, Scholek était là, Burghardt aussi. Il y avait Michael Rogers, Sienkiewicz, bien entendu. Il devait y avoir Gardeman, oui. Il y avait Andreas Klier aussi, Knaven, Kim Kirchen, Onchar, Adam Hansen était là aussi. Des coureurs qui ont suivi ensuite une grande partie de la carrière de Cavendish. Et il avait déjà gagné des étapes sur le Tour de Grande-Bretagne, notamment Cavendish, cette année-là, qui était une année un petit peu de transition à départ à ce moment-là de la T-Mobile. Et puis bon, il y aura encore des cas de dopage dans cette formation, ce qui fait qu'elle deviendra la Team Columbia juste après. Une équipe qui a ensuite arrêté. Elle s'est fermée, cette équipe, en 2011. Une équipe qui avait démarré en 89. À l'époque, c'était la Team Stuttgart, qui était ensuite devenue l'équipe Team Telecom à partir de 1991 à l'époque, et qui est devenue l'une des équipes les plus importantes dans les années 90-2000. Mais on sait comment elle est devenue importante, avec notamment pas mal de dopage à l'intérieur de cette formation. On poursuit avec Anton Charming, coureur à suivre pour moi Anton Charming, parce que j'avais bien aimé son année 2022, où il avait eu des résultats très intéressants. Ça a été pas du tout le cas en 2023. C'est-à-dire que 2023, ça a quand même été très compliqué. 17e du Tour du Luxembourg, il finit 99e du Tour de France avec 2 échappées, où il est éliminé assez tôt. 4e du Tour de Danemark, 56e du Dauphiné, 7e de la 2e étape des 4 jours de Dunkerque, l'étape qui partait de Compiègne pour aller à Laon, et 17e du Tour de la Communauté de Valence. Donc il y a eu 70 jours de course, mais pas vraiment réussite. Pourquoi je mets Anton Charming ? Parce que c'est quand même assez rare qu'un coureur d'Uno X quitte Uno X. Surtout qu'on a l'impression comme ces derniers temps que Uno X était en train d'essayer de conserver ses meilleurs coureurs. Donc on a l'impression qu'Uno X ne croyait plus vraiment en lui. Pourtant il n'a que 25 ans, Anton Charming. Donc on a un petit peu cette impression-là avec Anton Charming. Et on se dit, est-ce qu'il va réussir à rebondir ? Ça, c'est quand même la grande question. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été, je trouve, un petit peu compliqué, Anton Charming, l'année dernière. Donc j'espère qu'il va relever la tête. Il a un contrat de 2 ans avec Astana. Il n'aura pas beaucoup d'adversité, j'ai envie de dire, à son poste de grimpeur. Donc c'est peut-être intéressant pour lui. Et puis ça peut être un coureur qui peut aider également Lutsenko en montagne. Donc ça peut être intéressant. Et puis voilà, sur un autre grand tour, il peut peut-être jouer un peu plus sa carte, jouer les échappées. Pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape, 2 victoires d'étape. C'est tout à fait possible pour ce coureur-là. Donc c'est pour ça que c'est un coureur que je vais suivre. Autre coureur que je vais suivre, c'est Davide Ballerini. Année 2023 et 2022 qui n'ont pas été incroyables. 2023, seulement 37 jours de course. 7e de la travers la Flandre, 11e de la classique Bruges de Panne, 8e et 5e de 2 étapes du Tour d'Italie, 5e de l'étape 14, vous l'avez pris une grosse échappée, 8e à Tortona, et puis 2e et 5e des 2 premières étapes du Tour de Wallonie. Il a très peu couru après le Tour d'Italie. Il a abandonné les championnats d'Italie, puis ensuite il a fait 4 jours, 3 jours seulement sur le Tour de Wallonie, donc il a très peu de jours de course. Donc quand vous êtes dans ce genre de situation, déjà c'est pas toujours facile de relever la tête. Il a un contrat seulement d'1 an avec Astana. Ça fait partie des coureurs qui se sont barrés quand on a appris la potentielle reprise, enfin la potentielle fusion entre Jumbo et Soudal Quick-Step. De toute façon, c'est un coureur qui a besoin de se relancer, qui a besoin de retrouver un nouvel état d'esprit. C'est un coureur qui est très bon sur les classiques d'un jour. Je rappelle qu'il a quand même remporté le Het Nieuwsblad
qui a été champion d'Europe, qui a aussi remporté les European Games, mais c'était championnat d'Europe en 2019, me semble-t-il, du côté de Glasgow. Ah non, c'était du côté de Minsk, pardon. Non, c'était pas du côté de Minsk en plus. Minsk, c'était 2015. Donc oui, c'était du côté de... Ah si, c'était du côté de Minsk. Je n'ai plus souvenir que c'était à Minsk. Où il avait battu Jaikin et Daniel Hauer. Il avait fait 2,6 km en solo. C'était à Bakou. Non, c'était à Minsk, pardon, en Bélarus. Je vais y arriver parce que c'est marqué Bakou sur Pro Cycling Stats. Trofeo Matteotti également dans sa carrière. Donc c'est un mec qui a gagné des classiques. Tour de Wallonie, une étape du Tour de Wallonie, une étape du Tour de Pologne, 2 étapes du Tour de Provence. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça a été un petit peu compliqué. Et pourtant, c'est un mec qui est hyper talentueux, je trouve. Donc on va voir ce que ça va donner l'année prochaine chez Astana. Mais j'espère qu'il va se relancer parce que c'est un coureur que moi j'ai toujours apprécié dans les pelotons. Mais c'est vrai que ces dernières années, c'était un petit peu compliqué. C'est pas la première fois qu'il passe chez Astana. Il était déjà chez Astana en 2019, avant d'aller chez De Koninck, où là aussi il n'avait fait qu'un an. Chez Astana, il avait eu un contrat d'un an, parce qu'ensuite il avait rejoint De Koninck. Je trouve que chez De Koninck, au départ, ça s'est très bien passé, puis ensuite, ça a été un peu plus compliqué, et puis là, les derniers temps, c'était vraiment dur. Objectif, bien entendu, Paris-Roubaix pour le coureur italien, et puis emmener Marc Cavendish sur le Tour de France. Ça sera le deuxième objectif. Harold Terrada, le Colombien, lui il est chasseur depuis 2020, coureur qui a 26 ans déjà, Harold Terrada, vainqueur d'une étape du Tour de l'Avenir, c'était en 2019, une étape de montagne je crois me rappeler. Pour moi c'est plus un puncher qu'un grimpeur, mais il n'est pas suffisamment bon puncher je pense pour aller chercher des Ardennaises. De toute manière l'année dernière il n'a quasiment pas couru, il n'a pas fait les Ardennaises. Et en montagne, il est un peu limité sur les longs cols, je trouve. Donc il est un peu sur un profil mi-puncher, mi-grimpeur. Vraiment sur un profil de mec qui peut prendre des échappées. Il finit quand même cette année 3e du Tour de Turquie, 8e de Grand Piemonte. 157 km d'échappée sur les championnats du monde. Il faisait partie de l'échappée matinale. 8e place, c'était du côté du Grand Colombier. Il était également dans l'échappée à Issoire, dans l'échappée à Larins, sur le dernier Tour de France. 10e du dernier Tour de Suisse, également 20e du Tour d'Oman dans cette année 2023. C'est l'un des coureurs qui a le plus couru avec 80 jours de course sur l'année 2023. Coureur qui a des résultats qui sont vraiment en progression d'année en année. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est un coureur qu'on a, je pense, mis un peu trop en avant dans ses jeunes années. C'est-à-dire que c'était un coureur qu'on mettait énormément en avant parce qu'il arrivait en World Tour aussi directement de Colombie. Et on disait, bon, c'est la future pépite colombienne, c'est le futur crack, sauf qu'on sait très bien qu'en Amérique du Sud, des fois on a un petit peu des mauvaises surprises avec des agents qui sont qui sont des bons vendeurs, mais qui mentent un petit peu sur les coureurs, on va pas se mentir. Et je crois que Terrada, ça fait partie de ces coureurs-là, mais je trouve qu'il a bien progressé, Terrada. Et ça fait des coureurs qui sont pour moi à suivre en 2024 pour voir si cette progression va continuer. Parce que si cette progression continue, eh bien, il peut vraiment obtenir des beaux résultats l'année prochaine. Pourquoi pas sur les semi-classiques italiennes en fin de saison. Et pourquoi pas même sur des courses par étapes d'une semaine. Parce qu'il a un profil qui peut également convenir sur ce type de course. On le verra. Lui, ça sera au mois de février, ça sera au Tour de Colombie qui revient en World Tour. Le Tour de Colombie, on perd Sandroine, mais on retrouve le Tour de Colombie. Alexei Loutchenko, bien entendu, c'est la tête d'affiche de cette formation. 2023, donc il est 10e du classement de mes déceptions de la saison. Parce que j'ai trouvé qu'en dehors de l'Asie, ça n'a quand même pas été foufou. Du côté de Loutchenko, ça a été compliqué. On a des résultats en retrait sur les grands tours par rapport à ce qu'il était capable de faire. C'est quand même un mec qui a fait des top 10. Donc j'attends de voir la relance d'Alexei Loutchenko en 2024. J'aimerais retrouver le grand Loutchenko, capable d'aller chercher des courses un jour, mais capable également de faire des top 10 sur les grands tours.
Donc j'espère qu'il arrivera à retrouver cette bonne condition physique. De toute manière, ça sera hyper important pour sa formation. Parce que voilà, ils en auront besoin de Lutsenko. Mais c'est vrai que son Tour de France a été très décevant. Il a eu beaucoup de mal à se remettre de la Covid qu'il a chopé sur les Ardennaises. Et ça a mis un temps fou, alors qu'il commençait à être vraiment pas mal après les Ardennaises. Donc c'est dommage, après l'Amstel où il avait pris une belle 5e place, il était dans un bon échappée, c'est vrai que c'est dommage. Il y a eu la Covid qui l'a mis vraiment en difficulté. Puis je termine avec Chesbol, il aura un rôle hyper important autour de Mark Cavendish, mais il devra également se montrer. J'espère qu'on le verra sur le Giro, par exemple Chesbol en tant que sprinter de cette formation sur le Giro, parce que c'est un coureur qui est pas mauvais sprinter, on l'a vu cette année, deuxième du classement par points du Tour de Turquie, avec 5 top 5, dont plusieurs deuxièmes places. 4 jours de Dunkerque qui prend également la 3e place du général, malgré son grand gabarit, 6e également du général du Saudi Tour. Donc c'est un sprinter c'est un énorme gabarit, il fait un 94. Voilà, donc c'est pas le sprinter le plus explosif, mais il est capable de faire des sprints longs. Et puis surtout, c'est un coureur qui arrive à se placer. Grâce à son gabarit, il fait un petit peu peur aux adversaires, donc il arrive à jouer des épaules et à pas être déstabilisé. Donc c'est un coureur qui est assez intéressant de ce côté-là. Et puis il a encore 2 ans de contrat, lui, avec Astana 2024-2025. Donc c'est un coureur qui, je pense, va être intéressant. Après une année 2022 qui avait été très compliquée chez DSM, je trouve qu'il a réussi à bien relever la tête chez Astana. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2024 avec de la confiance, avec une année d'expérience en plus dans cette formation. Ça peut être très intéressant. On regarde le maillot d'Astana pour cette année 2024. Eh bien, on est toujours sur du bleu clair, donc ce qui est la couleur habituelle, du turquoise, avec un nouveau design sur la 2e partie du maillot. Voilà, un nouveau dessin qui doit représenter le Kazakhstan. C'est toujours un petit peu l'idée avec Astana. Donc voilà, un maillot qui se voit dans le peloton quand même par rapport aux autres maillots bleus, parce qu'il est sur un bleu plus clair. Alors, on verra cette année, parce qu'il y aura quand même DSM et Decathlon qui auront aussi des couleurs un petit peu plus bleu clair. Donc on verra si on arrivera aussi bien à le repérer, mais c'est intéressant la couleur de ce maillot. Et puis surtout, c'est l'identité visuelle d'Astana. Depuis des années, ils n'ont pas changé de couleur. Le turquoise a été un peu plus criard à une époque. Et il y avait plus de jaune, mais c'est vrai que le turquoise ça a toujours été la couleur emblématique de cette formation. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!